Nickel. Et je vais vous présenter un petit peu l'équipe qui, initialement, n'était pas née pour la cardiologie, mais on s'est aperçu qu'il y avait un réel intérêt. Le but de l'équipe était de s'occuper des troubles cognitifs et langagiers, d'où l'acronyme COLA. Hein. C'est pas, on n'est pas les pros pour trouver les acronymes. Hein. Les cardiologues sont plus forts que nous. On ne s'est pas pris la tête. Voilà, pour faire les bilans cognitifs et langagiers, on appelait ça COLA. Et l'intérêt, c'est surtout suivre et permettre une rééducation dans les suites d'une lésion cérébrale. Alors là, on est dans un institut de cardiologie. Vous allez me dire, mais pourquoi la lésion cérébrale? Mais vous allez vite comprendre. Cependant, je vais d'abord vous parler un petit peu de neurologie et puis ensuite bifurquer sur la cardio et vous allez faire le lien assez rapidement. Parce que quand on a une lésion cérébrale acquise, l'enjeu, c'est vraiment d'optimiser ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Le cœur est un organe formidable et magnifique, mais le cerveau aussi, vraiment. Et le cerveau a cette capacité de se restructurer dans les suites d'une lésion. Et par exemple, un modèle qui est très très largement exploré, c'est le modèle de l'accident vasculaire cérébral, hein, l'AVC. Et on sait que dans les suites d'une lésion cérébrale, on a une récupération qui est maximale dans les premières semaines post-AVC, et ensuite elle est beaucoup moins importante. On sait par exemple qu'il y a un tiers des AVC qui présentent des troubles du langage, qu'il y a beaucoup de troubles cognitifs et ce qu'on appelle un handicap invisible qui apparaît dans les suites d'un AVC. Ça a un retentissement majeur sur la réinsertion. Et le but, voilà, c'est pour nous en rééducation, c'est d'optimiser cette récupération, de booster, puis de réadapter aussi, de faire parfois, de trouver parfois des stratégies de compensation. Alors, ce que dit la littérature quand même, là c'est l'exemple de l'AVC encore, mais c'est un peu, et puis c'est l'exemple du langage de l'AVC, mais de ce qu'on appelle les aphasies post-AVC, mais c'est un peu la même dans tous les aspects cognitifs. Ce qui marche le mieux, hein, c'est une thérapie, une rééducation avec high intensity, high dose over a long period, donc haute dose, haute intensité, longtemps. Ça, on le sait, plus on s'entraîne, meilleur on est. C'est dans la pathologie comme dans le reste. L'optimisation de la récupération passe aussi par ce réentraînement intensif. Vous le savez bien au niveau cardiaque, hein, mais au niveau cérébral aussi. Alors, en neurologie, si on doit schématiser pour la récupération, la rééducation, c'est comme si on apprenait de nouveau certains processus cognitifs. Et quand on veut apprendre le piano, eh ben, on va plutôt voir un bon prof. Hein, on va pas voir la voisine qui sait jouer qu'au clair de la lune. On va au conservatoire, on va voir un prof qui a l'habitude et on fait ça avec un encadrement comme il faut et on s'entraîne à la maison. Ça nécessite un professionnel, ça nécessite de s'y mettre régulièrement, y compris à la maison, et pas de faire ça une fois tous les 15 jours. Et puis ça prend du temps. On ne devient pas virtuose en un jour, bien évidemment. Le seul problème, c'est que en termes de rééducation, dans le coin, on est assez peu doté, particulièrement sur le plan cognitif. Vous avez ici la carte de France des lits de SSR ou SMR, donc services médicaux rééducatifs, donc ou services de suite et de réadaptation autrefois. À but neurologique, clairement, on était largement sous-doté. Je crois que derrière nous, il y avait Mayotte. Voilà, donc Mayotte et peut-être la Guadeloupe. Donc en termes de lits et de proportions par habitant, on est largement sous-doté dans le coin. Et puis regardez la carte des orthophonistes en ambulatoire, parce que les orthophonistes s'occupent aussi de la rééducation cognitive. Dès qu'on sort un petit peu de Bordeaux et de sa région ou de la côte basque, on rentre dans certains no man's land médical et c'est la même pour toutes les spécialités médicales et paramédicales. Euh, Clairement, il n'y a pas assez de screening, il n'y a pas assez de suivi et de bilan. Alors, une alternative, c'était de proposer éventuellement de la télérééducation, surtout qu'on a des données dans la littérature assez intéressantes qui montrent que l'autorééducation ou la rééducation assistée par ordinateur est à peu près aussi efficace que la rééducation en présentiel, hein, en face à face. C'est pas adapté à tous les patients, mais quand c'est adapté, c'est à peu près aussi efficace. Et puis, depuis la crise Covid, on va pas remercier le Covid quand même, mais bon,
pour nous, ça nous a débloqué les choses. Il y a une tarification qui est apparue en termes de télé-rééducation qui n'existait pas encore. Donc on s'est dit, ben voilà, on va monter cette équipe, Cola, pour optimiser la rééducation et la récupération dans les suites de lésions cérébrales. Alors l'AVC, mais aussi le trauma crânien, mais aussi plein de choses. Alors, l'idée était de s'organiser avec des bilans entre 1 et 3 mois, et puis de proposer derrière, s'il y avait besoin, de l'auto ou télé-rééducation, ou alors, si ça ne s'y prêtait pas, pour diverses raisons, de proposer une rééducation en face à face, en ambulatoire, d'apporter une certaine télé-expertise, parfois de compléter et de maximiser les chances de récupération en étant support des collègues en ambulatoire, c'est-à-dire qu'elles assuraient 1 ou 2 séances, et puis nous, on complétait avec 2 séances aussi, etc. Voilà un peu l'idée et le background pour cette équipe, que vous compreniez un petit peu d'où on vient et pourquoi derrière, très rapidement, on a collaboré, on a été voir les copains en cardio et on était reçus de manière très très chaleureuse par l'équipe de Frédéric Sacher. Et puis on s'est rencontrés, on a discuté, on a eu quelques idées. Et on s'est dit, il y a des choses à faire. Pourquoi? Parce que dans les suites d'un arrêt cardiaque, bien évidemment, la circulation sanguine diminue, voire s'arrête pendant quelques temps, et il y a une souffrance au niveau du cerveau. Il ne faut pas oublier que le cœur pousse le sang dans tout l'organisme, que le cerveau est un organe extrêmement sensible au manque de sang ou à l'hypoxie ou à un flot diminué, un flux sanguin diminué, parce que le cerveau n'a pas de stockage interne, hein, les cellules du cerveau, les neurones n'ont pas de stockage d'énergie interne. Si elles n'ont plus de sang, donc d'oxygène qui arrive, elles ne peuvent plus, les neurones ne peuvent plus fonctionner. Donc derrière, on sait qu'il y a des troubles neurologiques, des troubles cognitifs. Pour les arrêts cardiaques, hélas, qui sont très sévères, on sait très bien que les conséquences peuvent être dramatiques. Mais on s'est dit, même pour les arrêts cardiaques qui sont plutôt bien récupérés avec une prise en charge adaptée, et là, on sait très bien que ces dernières années, les collègues de cardio ont fait des progrès majeurs, on s'est dit, il y a peut-être des choses qui passent inaperçues ou des petits troubles qui peuvent impacter à long terme, comme on voit dans l'AVC d'ailleurs, hein. Dans l'AVC, les collègues neurovasculaires ont fait d'énormes progrès avec la thrombolyse et la thrombectomie. Et on a des patients qui récupèrent très bien, qui repartent à la maison, mais qui vous disent 2 mois, 3 mois après, ouais, non, c'est pas tout à fait comme avant. Je peux pas reprendre le travail comme avant. C'est pas, j'ai une fatigue, j'ai des troubles attentionnels, etc., etc. Il y a en plus des spécificités à ces lésions cérébrales qui peuvent arriver dans les suites d'un arrêt cardiaque. Alors, il y a des structures dans le cerveau qui vont souffrir plus que d'autres. Par exemple, les hippocampes, que vous voyez ici, qui sont des structures au centre du cerveau, à l'intérieur du lobe temporal, hein. Donc le lobe temporal, c'est le lobe qu'on a ici. Et à l'intérieur du lobe temporal, on a des hippocampes, hein. Ce ne sont pas des animaux de mer, ce sont des structures cérébrales. C'est le point d'entrée de la mémoire, on va dire, de la mémoire, ce qu'on appelle épisodique, hein, donc le fait d'avoir de nouveaux souvenirs. C'est notamment ce qui est en premier dégradé dans la maladie d'Alzheimer, hein, du fait d'une pathologie neurodégénérative. Mais cette structure-là est très sensible au manque d'oxygène. On a d'autres fonctions cognitives, notamment les fonctions, ce qu'on appelle fonctions exécutives. C'est des fonctions qui nous permettent de sortir un petit peu des activités routinières et orienter notre comportement vers un but. Hein, par exemple, bah, vous rentrez chez vous, vous êtes en mode automatique en voiture, et puis on vous appelle, on vous demande d'aller chercher le pain, ça vous fait faire un détour. Hop, il faut sortir de ce mode automatique pour aller chercher le pain. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, se désengager de quelque chose d'automatique pour planifier un nouveau trajet, etc., etc. Donc ces fonctions-là, elles sont très très largement dispersées, notamment dans le lobe frontal, qui est le plus gros lobe du cerveau, qui est une grande partie du cerveau. Et donc, ben, elles sont très largement diffuses et dans les suites d'un arrêt cardiaque, on va avoir des lésions qui vont être plutôt diffuses puisque c'est tout le cerveau qui va manquer de sang. Et ces fonctions-là ont aussi plutôt tendance à être impactées, comme l'attention ou la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est la mémoire, on va dire, à court terme, hein, celle qui vous permet de retenir un numéro de téléphone ou ce genre de choses, ou même de retenir
dans des phrases un peu longues, ce qui a été dit au début de la phrase. Vous voyez, je fais des phrases un peu longues, j'ai un débit un peu rapide, il vous faut de la mémoire de travail pour me suivre. Ben, ces fonctions-là peuvent être un petit peu impactées. Alors le langage est un peu moins impacté parce que le langage est assez localisé dans le cerveau, plutôt que la partie gauche du cerveau sur ces zones-là. Et donc on a moins rarement des atteintes spécifiques à cet endroit-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les suites d'un arrêt cardiaque, on a des lésions qui ne se voient pas toujours à l'IRM aussi, parce que les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes et ce ne sont pas des lésions qui se voient facilement avec les imageries qu'on a habituellement. Donc, il nous paraissait important d'organiser ce suivi et d'organiser des bilans pour tous les patients qui ont présenté un arrêt cardiaque. Donc là, j'ai repris ce matin, là, pendant les autres conférences, j'ai vite fait regarder. Je crois qu'on est à 45 patients depuis 2 ans et demi que l'on a accueillis sur l'unité pour des bilans un peu systématiques, parfois des bilans qui n'ont pas montré grand-chose et parfois qui ont amené à de la rééducation, à un suivi. L'équipe est structurée de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on accueille les gens en hôpital de jour avec un accueil et un bilan infirmier. On propose ensuite un gros bilan cognitif et psychologique avec une orthophoniste et une neuropsychologue et on fait une synthèse avec le médecin. Derrière, en fonction de ce qu'on trouve, on propose une rééducation quand il y a besoin, un suivi psychologique parce que il peut y avoir aussi un impact psychologique et comportemental, hein, et il y a des retentissements comportementaux du fait des petites lésions comme ça. On voit ces modifications-là. On voit dans d'autres pathologies, hein, on peut voir ça dans les traumatismes crâniens avec des modifications comportementales. On peut avoir ces petites modifications-là aussi en post-arrêt cardiaque. On propose parfois juste un suivi à distance, notamment quand les gens n'ont pas encore repris le travail et ils se disent, bon, bah, je ne sais pas si ça va impacter. Pour l'instant, je vais bien, mais en fait, je ne suis pas entre guillemets, à 100% de mon activité. Donc, on leur propose un suivi à distance quand ils reprennent 100% de leur activité. L'idée, c'est d'avoir une approche globale. Et ça, c'est une approche qui nous est propre en rééducation, en médecine physique et réadaptation, parce que ce matin, vous avez beaucoup entendu parler de pathologie, vous avez eu des topos sur la génétique, sur le cœur. Il y a deux façons d'aborder la santé et la maladie. L'OMS propose donc la classification internationale des maladies et puis la classification internationale aussi du fonctionnement, celle que nous utilisons nous plutôt, c'est-à-dire qu'un problème de santé ou une maladie va avoir un retentissement sur le patient avec des symptômes. Ça peut être des troubles de langage ou des troubles de mémoire qui vont impacter sur les activités et sur les participations. Je m'explique. On peut avoir un déficit moteur à une jambe qui va impacter sur la marche, mais ça peut ne pas entraîner de grosses répercussions pour celui qui va travailler en télétravail assis chez lui au niveau professionnel, alors que ça va entraîner de grosses répercussions pour quelqu'un qui va travailler sur un chantier. Des petits troubles cognitifs peuvent impacter de manière plus ou moins importante les activités professionnelles, de loisirs, etc. J'ai eu un patient qui était professeur à l'université en mathématiques. Il avait un tout petit trouble du calcul, impossible à objectiver malgré tous les tests, mais clairement, il y avait un gros impact professionnel parce qu'il avait un niveau d'exigence tel que il y avait un retentissement professionnel alors qu'il n'y en avait pas au niveau des loisirs ou ce genre de choses. Tout ça, c'est lié aux facteurs personnels et environnementaux. Et donc, cette approche-là et ce bilan qu'on fait avec la psychologue, l'orthophoniste, ça nous permet d'optimiser un retour dans les participations, un retour au travail, de proposer aussi une rééducation qui soit adaptée. Parce que quand on reprend le travail, on ne peut pas nécessairement aller voir un orthophoniste, mais parfois on a besoin de réentraînement. On essaie en télé-rééducation de pouvoir le proposer. Il y en a certains qui se connectent depuis leur lieu de travail pendant leur pause pour suivre de la rééducation, qui se réentraînent ensuite à la maison, etc., etc. Voilà, je voulais laisser aussi du temps à Adeline qui va vous présenter ce qu'elle fait, elle, dans le service de cardiologie et puis les liens que nous avons. Et puis, je me tiens bien sûr à disposition pour toute question complémentaire. J'espère que je n'ai pas été trop long, Adeline. Normalement, il doit te rester un peu de temps. Ça va aller, ça va aller. C'est 5 minutes, moi. Je peux baisser le micro, Adeline. Ouais, moi je. Adeline est petite, on aura compris. Du coup, merci Bertrand. Je vais vous parler du soutien psychologique post-arrêt cardio-respiratoire, puisqu'on fonctionne effectivement avec l'équipe COLA.
et que je suis amenée à prendre en soin des patients post-arrêt cardiaque, mais aussi des familles. Du coup, c'est pour qui? C'est pour le patient qui a récupéré de son arrêt cardio-respiratoire. C'est aussi pour tous les proches, famille, amis, conjoints. Il faut oublier personne dans l'histoire. Tout le monde peut être impacté par l'événement. C'est aussi les enfants. Souvent, la psychologue va intervenir et donc moi, par exemple, pour aider les parents à expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, trouver les mots, adapter le contenu. Mais il peut y avoir aussi une prise en charge de l'enfant qui a peut-être assisté à l'arrêt cardiaque. Et donc, voilà, c'est des cibles qui sont pour le soutien psychologique. Quand? Au plus près de l'événement, notamment pour les proches. On sait que c'est une période particulièrement à risque de développer un trouble de stress aigu. J'en ai déjà fait l'objet d'une recherche. C'est aussi possible à distance et d'ailleurs pour les patients, c'est là où c'est le plus indiqué, c'est là où vont commencer à apparaître souvent des difficultés. Ça peut être pendant l'hospitalisation, ici au CHU de Bordeaux et donc avec le CEMARI, il y a la chance de proposer un soutien psychologique, donc pendant l'hospitalisation, mais ça peut intervenir après, il n'y a aucun souci. Souvent, mes coordonnées sont remises et donc on peut me recontacter. Donc c'est à tout moment, lorsque la personne en ressent le besoin. Comment? Du coup, il ne faut pas hésiter lorsqu'on est hospitalisé à en parler aux équipes soignantes, aux infirmières, aux médecins. C'est important de leur dire, voilà, je suis en difficulté, j'aurais besoin de rencontrer un psychologue. Ça peut être aussi, une fois qu'on est rentré à la maison, s'adresser à son médecin traitant, parler de ses difficultés, parce que voilà, peut-être que juste après l'événement, rien n'est apparu, mais après, une fois qu'on est rentré à la maison, il y a des choses qui reviennent à l'esprit et donc il faut pouvoir s'adresser au médecin traitant. Et ensuite, on a des moyens aujourd'hui via Internet, on peut soi-même prendre rendez-vous directement auprès d'un psychologue. Pourquoi? On sait que l'arrêt cardio-respiratoire est un événement potentiellement traumatique pour le patient, pour ses proches. Et donc, pour prévenir le développement de psychopathologies comme le trouble de stress post-traumatique, pour l'état de stress aigu dont je vous parlais pour les proches de l'événement. Mais ça vient aussi réactiver parfois des décès dans la famille, déjà des événements traumatiques. Ça peut aussi causer une anxiété, une dépression. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Il ne faut pas rester seul quand on se sent en difficulté psychologiquement. Il faut s'adresser à un professionnel de santé auquel on a confiance. Aujourd'hui, quand même, la psychologie se développe. Aller voir un psychologue, ça se développe, donc il ne faut pas hésiter. Où ça? Donc, comme je disais, ici, à Bordeaux, vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir un psychologue à disposition, donc moi. Donc, ça peut être en hospitalisation. Ça peut aussi être en consultation externe, c'est-à-dire que je propose des suivis. Ça s'arrête pas, c'est pas one shot, c'est pas une fois. Très souvent, voilà, moi je revois les patients. Aujourd'hui, je propose un outil psychothérapeutique qui s'appelle l'EMDR, qui vient retraiter l'information qui est pas bien stockée dans le cerveau et qui crée des stress post-traumatiques. Donc, je le propose à la fois en présentiel à l'hôpital, mais aussi en téléconsultation. Et puis après, à l'extérieur de l'hôpital, donc il y a des psychologues libéraux qui font ça très très bien et qui proposent d'ailleurs cette thérapie. Ça peut être des psychologues conventionnés par la sécurité sociale. Ils sont plus difficiles à trouver parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont adhéré. Mais voilà, moi, je réoriente très facilement les patients vers eux aussi. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à revenir vers moi en me disant, voilà, je n'ai pas trouvé de psychologue libéraux. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelqu'un que vous connaissez? Il n'y a pas de problème. On peut s'adresser au CMP de ville, mais par contre, les délais d'attente sont tellement importants qu'en général, ça complique quand même la prise en charge. C'est-à-dire que des fois, les délais sont de 6 à 9 mois, voire 1 an. Donc, quand on est en souffrance, on a envie d'être pris en charge tout de suite. Donc, c'est parfois compliqué. Et ensuite, il y a une unité spécifique qui s'appelle le CASPER. Donc, c'est pour ça que je vous renvoie aussi vers votre médecin traitant. Quand on développe un trouble de stress post-traumatique, le médecin traitant doit faire un courrier pour vous envoyer vers une unité spécifique dans la prise en charge des troubles de stress post-traumatique. Voici.